Donc, bonsoir tout le monde. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Arthur Mehrer. Je suis en RT3. N'est-ce pas Nolwenn? Donc je suis en RT3. Et du coup donc je suis là depuis un petit peu longtemps à l'UTT, mais du coup je fais un peu de recherche à l'UTT. Donc là aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets de recherche qui sont donc la détection d'images générées par IA. Et on va parler principalement d'une méthode que j'ai développée ces derniers mois, qui vont notamment utiliser les fractales. Donc là, on va commencer. Donc là, si vous regardez sur mon diapo, tout de suite, on voit une image. Donc voilà, je tiens à préciser, elle est générée. Si on regarde en bas à gauche, on voit qu'il y a un logo. Donc c'est Adobe Firefly, très bon générateur d'ailleurs, car il watermark toutes ces images. C'est bien, faites ça. À savoir, on rappelle, quand vous n'avez pas le choix d'utiliser de l'IA, parce que vous n'avez pas d'argent, etc., ça se comprend. Précisez-le toujours par respect envers tous les autres créateurs. Pareil, si vous utilisez une image qui vient d'une source, bah, on précise la source. C'est la même logique en fait avec les IA. Et on ne se fait pas d'argent avec des images générées, parce que c'est pas votre travail. Mais bon, digression faite. Le thème donc de mon barcamp, c'est donc détecter les images générées par IA avec des fractales. J'ai un autre nom, mais il est un peu plus chiant. Parce que oui, en fait, c'est un article scientifique qu'on a écrit. Et du coup, c'est Forensic Analysis of Residual Noise Texture in Digital Images for Detection Deepfake. Voilà. On vous expliquera chacun de ces termes au fur et à mesure. Du coup, en parlant de définition, on va commencer par quelques définitions avec notre ami McLesky. Donc, on va d'abord commencer par mais qu'est-ce que c'est un deepfake? Car souvent, donc là, je vais utiliser les définitions qui sont utilisées en recherche, qui sont plus génériques que celles qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, parce que souvent, on va dire qu'un deepfake, c'est une image qu'on a modifiée par une intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en fait, en recherche, deepfake va englober tout ce qui a un traitement partiel ou total par une IA. Du coup, ça va comprendre les images modifiées par une IA, mais également des images générées de zéro par un Midjourney, par un Adobe Firefly qu'on a vu avant, ou n'importe quelle autre image. Par contre, ça va pas compter les images qui ont été dessinées, les images d'artistes, même numériques, et ça va pas non plus prendre en compte les photos. À savoir, juste je précise dès maintenant, dans cette présentation, je vais surtout essayer de différencier les images générées par IA et les images naturelles, les photos. D'accord ? Les images d'artistes, si jamais ça vous intéresse, on peut en parler après. C'est assez simple de montrer qu'avec mes méthodes, elles marchent également sur les images d'artistes. C'est même pas très intéressant de les traiter. Et pour les images modifiées, c'est des travaux futurs qu'on fera plus tard pour généraliser. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est un deepfake, il va falloir qu'on voit quelques définitions de comment ça fonctionne une image. Parce que en fait, on va utiliser ce fonctionnement très particulier. On s'en moque un peu de toutes les étapes, mais on va s'arrêter sur 2-3 d'entre elles. Car c'est grâce à ces étapes-là qu'il va y avoir des biais dans la génération de ces images qu'on va utiliser. Car le deepfake, il n'est pas généré comme ça. Il y a plein de manières de générer du deepfake, mais c'est pas comme ça. Parce que là, si on regarde dans l'image réelle, il y a beaucoup de paramètres. Donc déjà, il va y avoir un capteur. C'est la première étape. Il y a beaucoup de types de capteurs. Du coup, déjà, rien que entre votre appareil photo, votre téléphone portable, votre Polaroid, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Et on aura des structures, des pixels entre eux qui ne seront pas les mêmes. Pourtant, c'est un capteur... déjà, il introduit des choses qui ne va pas y avoir, qui va permettre déjà de les différencier. Et puis après, il va y avoir toutes les chaînes de traitement pour passer donc de cette captation de lumière colorée en des valeurs numériques. Il y a beaucoup d'étapes avec beaucoup de paramètres. Et du coup, on va appeler source toutes ces étapes-là. Donc, les paramètres, le modèle, tout. Mais du coup, on va avoir donc tous les algos qui vont être utilisés à cette étape, parce qu'on pourrait ne pas en utiliser certains. Donc, c'est pas très grave de tous les comprendre. Même moi, j'avoue que la moitié, je les comprends pas. Et on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que c'est hyper complexe et qu'il y a beaucoup de correctifs. Si on regarde, on a de la correction de gamma, la balance des blancs, on a des moments où on ajuste les couleurs. Bref, on fait beaucoup de moments où on va faire de la correction. Et quand on va faire cette correction, on va notamment beaucoup regarder ce qui se passe dans les pixels voisins
pour modifier la valeur du pixel, ce qui va forcément créer de l'interdépendance et des corrélations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a donc Antoine Mallet, donc un doctorant avec qui je travaille, qui est également auteur de l'article que je présente, qui a notamment fait une grosse étude et une méthode qui se base sur la corrélation des pixels. Mais ce n'est pas la méthode que je vous présente aujourd'hui. Mais du coup, donc voilà, c'est une chaîne de développement très compliquée, mais on s'en fout. Bon, tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est compliqué et qu'on ne sait pas limiter. Ensuite, qu'est-ce que c'est le bruit? Parce que j'ai beaucoup parlé du bruit d'une image. Donc le bruit, ça va être plein de petits défauts, plein de petites imperfections qui vont être dues à toute cette chaîne d'acquisition. Même genre, vous prenez 2 fois le même appareil, enfin 2 modèles du même appareil, bah, il va y avoir un bruit différent parce que la lentille aura des usures différentes. Vous mettez des paramètres de développement différents, il va y avoir une usure différente. Vous mettez une image différente, ça va être différent. Vous la prenez un infimième de secondes plus tard, ça ne sera pas le même bruit, il y a une part aléatoire. Et du coup, ce bruit, on peut le voir là déjà. On a donc 2 images, les deux fois la même. Donc ça vient d'un site, vous tapez bruit, image, c'est genre le premier résultat. Et du coup, on a en haut l'image bruitée et en bas l'image débruitée. À savoir que enlever le bruit d'une image, là on a enlevé un bruit, il reste du bruit dedans. Parce que si on enlève tout le bruit, on enlève l'image. Parce que dans le bruit, il y a forcément de l'information, des choses importantes. Et du coup, la solution de se dire, ouais, Arthur, il utilise le bruit pour détecter ces images, alors je vais enlever mon bruit. Ça marche pas. C'est pas très intelligent. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais du coup, il faut se dire que le bruit, on n'a pas trop de moyens de dire précisément dans mon image qu'est-ce qui est du bruit, qu'est-ce qui n'en est pas. Et c'est ça qui est un de nos problèmes, c'est comment on va estimer ce bruit. On peut faire qu'une estimation, on ne peut pas faire une mesure, on ne peut pas faire une définition précise. Et du coup, on va utiliser différents algos, différentes fonctions, plus ou moins compliquées, pour pouvoir estimer ce bruit. Ensuite, on va le traiter. Et avec ce traitement de bruit, on va voir ce que ça donne comme résultat. Est-ce qu'on arrive à différencier une image réelle d'une image générée? Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas précisé, je fais beaucoup de définitions, il y a beaucoup de choses où je ne vais pas rentrer en détail. Si vous avez des questions, vous êtes libre de poser vos questions à n'importe quel moment. Ça rendra le truc plus vivant, c'est cool aussi. Ensuite, on va parler sur une autre définition. Qu'est-ce que c'est un classifieur? Parce que j'ai parlé beaucoup de classifieurs. Donc un classifieur, ça va être quelque chose, un programme, une fonction, qui, on va lui donner, là dans le cadre des images, on va lui donner des images, et à la fin, il va nous donner un score. Du coup, et ce score, l'objectif, ça va être, on peut l'approximer par, on va dire que c'est, selon le classifieur, la probabilité que cette image soit un deepfake. Donc là, par exemple, on lui donne une image et il sort des chiffres. Le défaut, c'est qu'aujourd'hui, principalement en détection d'images, mais dans beaucoup de domaines, grâce à l'avancée de toutes les méthodes d'intelligence artificielle, on a énormément de classifieurs dont on ne sait pas trop comment ils marchent. On lui met de la donnée en entraînement, puis après on le suit, ça marche bien, on est content. Ma vision de chercheur n'est pas très satisfaite par cette méthode. Et du coup, vous allez voir que dans toute ma méthode, on utilise l'IA qu'à un moment, et c'est un truc qu'on peut remplacer par quelque chose qui n'est pas de l'IA. Juste, là, ça améliore nos trucs. Mais du coup, on voulait, avec cette méthode, avoir une compréhension fine, ce qui fait que mon classifieur n'atteint pas les performances de l'état de l'art. Donc l'état de l'art, ça va être les meilleures choses dans le domaine. Mais il s'en approche assez violemment, et on a déjà trouvé des moyens pour l'améliorer. Mais du coup, on va vouloir faire des choses où on comprend un peu toutes les étapes pour pouvoir dire, OK, nous, on n'a pas juste dit, ça, c'est une bonne méthode pour comprendre, mais on a dit, OK, les deepfakes, ils ont ça comme biais, ça comme biais. Et c'est ça qu'on a plutôt voulu travailler. Mais on a un problème, je vous ai parlé de sources tout à l'heure, donc toutes les étapes du développement, l'appareil, etc. Dans le cas d'une source deepfake, ça va être le générateur, ses paramètres, le prompt, c'est également un paramètre de la source. Et en fait, on a un problème qui s'appelle le problème CSM, le Cover Source Mismatch, qui est que quand on crée un classifieur, il faut l'entraîner. Donc on va l'entraîner sur une source ou plusieurs. Et si on va l'utiliser sur une source qui n'a pas été entraînée, il est nul. Mais genre vraiment nul. Pour vous dire qu'on a fait un autre papier où on entraîne sur une IA, on l'utilise sur une autre IA et il passe de 10% d'échecs à 55%.
Traduction, il est moins bon qu'un pile ou face. Alors qu'il est très bon quand on tombe sur la bonne chose. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que il y a quand même beaucoup d'IA, il y a beaucoup de sources différentes. Si on a une telle variation, on est dans la merde. Et du coup, il y a deux méthodes principales pour pouvoir ignorer ce problème. Enfin, il y a 3 solutions. La première, c'est d'être un magicien et de savoir la source. Ça marche pas. Je suis pas magicien. Du coup, j'ai 2 méthodes. La première, c'est la méthode holistique. C'est-à-dire qu'au lieu d'entraîner sur une source, on va entraîner sur un peu tout le monde. Du coup, je vais prendre quelques images de Midjourney, quelques images de Pixar, quelques images de Dali, etc., etc., pour qu'ils sachent un peu faire tout le monde. Donc ça a des avantages, qui est que c'est plutôt simple à mettre en place. Ta méthode, elle n'a pas de besoin spécifique. Et un petit défaut, c'est souvent elle va être un peu moins performante qu'un spécialisé. Parce que forcément, elle va prendre des biais. Mais du coup, elle est meilleure sur les 2. Et sans avoir besoin de savoir quelle est la source. Tu me donnes une image, je la mets dans mon classifieur, je sais que je peux avoir à peu près confiance en mon classifieur. La deuxième méthode, c'est la méthode atomistique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un classifieur, on va en utiliser beaucoup. Un premier, donc le classifieur 1, où son rôle, ça va juste être de savoir quelle est la source. Et du coup, il va dire, OK, lui, ça ressemble à du Midjourney. Lui, Pixar. Et ensuite, l'image, on va la mettre dans un classifieur qui est entraîné que sur la source identifiée. Donc ça a un avantage qui est que ça a les meilleurs résultats possibles dans des conditions efficaces. Mais ça a le défaut qu'il faut que ta méthode, elle fonctionne et pour identifier ton deepfake, mais également pour identifier tes sources. Ce n'est pas le cas de toutes les méthodes. Ça crée également des problèmes quand il y a des sources qu'on ne connaît pas. Et il faut voir, est-ce que les sources convergent? Est-ce qu'une source proche, elle va être détectée pareil? Et également, est-ce qu'il va être aussi efficace dans la deuxième partie? Du coup, il y a plein de facteurs d'erreur qui arrivent en plus. Du coup, entre guillemets, c'est un peu la méthode optimale, mais c'est un peu la méthode optimale où il y a du problème à chaque étape. Donc, oui. On s'en fout. Ça dépend. Non, en fait, c'est qu'elle va être classée dans l'IA qui va lui ressembler le plus. Et ensuite, ton détecteur spécialisé, donc ton classifieur numéro 2, lui, il aura en général pas trop de mal à la différencier de ses copains. Et du coup, on serait même content qu'elle soit classée en aléatoire, parce que si elle est en aléatoire, elle ne ressemblera pas du tout aux autres copines qui vont être classées en même temps. Mais c'est également un truc qu'il va falloir étudier, c'est est-ce que mes IA, elles sont considérées comme quelle source, etc. Oui, Rémi? Non, en fait, un classifieur, une fois qu'il est entraîné, c'est statique. C'est une fonction mathématique très très compliquée, mais c'est une fonction mathématique. Et ouais, comme il n'y a pas de part d'aléatoire dans la classification. Après, si tu modifies un peu ton image et que tu la remets dans la fonction, ça se trouve, tu peux niquer mon classifieur comme ça. C'est des recherches également, c'est de la recherche de méthodes adverses pour essayer de voir quel type de modifications peuvent permettre de casser les détecteurs. Mais la même image sera toujours classée de la même manière. Par contre, la même image, tu la mets sur le classifieur spécialisé sur 4 trucs différents, il y aura peut-être 4 réponses différentes. Et comme j'ai dit, c'est pas une réponse oui/non, c'est un score. C'est important parce que ça va permettre qu'on va pouvoir le traiter plus finement que un booléen. C'est pas juste vrai/faux. Et c'est ça qui va être assez intéressant, notamment pour la suite. Du coup, voilà, j'ai fini sur la partie définition. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Mais du coup, on va finir sur quelle est la base de ce projet? Comment le mec, il est fou, il a fini au Fractal? En gros, au début de mon stage, parce que j'ai fait un stage dans le labo et puis j'ai continué. Et du coup, au début de mon stage, j'ai fait des tests de juste voir, je vais utiliser des estimateurs de bruit et je vais regarder à quoi ça ressemble. Imaginez que c'est, pour moi, assez basique de me dire j'ai envie de regarder à quoi ça ressemble parce que ça m'amuse. Et mes collègues, ça les a surpris que je les regarde parce que personne ne fait ça. On les calcule, certes, mais on ne les regarde pas. Pourquoi on ouvrirait le fichier résultat? Mais du coup, je les ai ouverts et j'ai dit mais c'est bizarre. Ils n'ont pas la même texture. Du coup, pour vous expliquer là le schéma qu'on voit, donc on a 6 images. Il y en a 4 qui ont été générées par des IA, donc les 4 premières, donc jusqu'au gâteau pas beau en haut à droite. Et ensuite, on a 2 images réelles. Donc on a un PC de l'UNG
et on a une portière de voiture. Voilà. Et pareil pour les images réelles, c'est 2 sources différentes, c'est 2 téléphones différents avec des qualités différentes. Il y a le téléphone d'Iris et le mien. Voilà. C'est la photo que tu as envoyée il y a 1 an. Chut, t'inquiète, tout va bien, Iris. Mais du coup, la deuxième colonne à chaque fois, c'est un premier estimateur de bruit qui s'appelle Noiseprint. Donc Noiseprint, j'en reparlerai plus tard, mais c'est un outil assez compliqué parce que c'est une méthode d'intelligence artificielle, donc c'est du deep learning. Donc on est un peu plus en boîte noire. C'est pour ça que ça m'embête un peu plus de l'utiliser, mais on l'a quand même utilisé parce que c'est une méthode de l'état de l'art. Et la deuxième méthode, le deuxième extracteur de bruit, c'est un filtre laplacien. C'est plutôt simple, c'est purement mathématique. Il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de black box. On sait tout comment ça marche. Et si on regarde, bon, c'est pas évident quand on n'est pas habitué, notamment sur le laplacien. Mais sur le Noiseprint, vous devriez voir qu'il y a un peu plus c'est un peu plus granuleux, le bruit d'un deepfake. Sur les 2 dernières, elles sont plus lisses. Il y a moins de valeurs extrêmes. Il y a moins de patterns. Je sais, c'est pas évident à voir. Mais imaginez que j'ai passé 3 jours à regarder que des images et à la fin des 3 journées, j'étais capable de détecter à l'œil nu si c'était un deepfake ou pas. Mais c'est bien beau d'avoir un humain que tu entraînes pour faire ça, mais c'est pas terrible. Et du coup, l'objectif, une fois que cette observation a été faite, qu'on a vu qu'il n'y avait pas de biais, qu'il n'y avait pas un problème d'algorithme, on a essayé de chercher à trouver un moyen d'en faire un classifieur en utilisant des outils mathématiques. Et c'est ça mon problème, c'est comment passer de cette observation qui, en effet, on voit qu'elles sont différentes, à pouvoir avoir un truc qui me dit lui c'est un deepfake, lui ça n'en est pas. Et du coup, justement, la deuxième partie du projet, c'est trouver un estimateur. Mais pas lui. Parce que lui, c'est pour les biens, c'est pas pour les images. Mais il est sympa. Du coup, déjà, qu'est-ce que j'avais comme critère? Parce qu'il faut déjà dire qu'est-ce qu'un bon estimateur, qu'est-ce qui n'en est pas un bon. Premier point, j'ai envie que l'information elle soit synthétisée. Parce que donc, on travaille sur des images 512 par 512. Donc, si tu me donnes une image plus grosse, je la coupe en 4, je la coupe en 8, je la coupe en 12. Et du coup, ça nous fait beaucoup de pixels, 250 000 pour être précis. Enfin, pas très précis, mais l'ordre de grandeur. Et on aimerait bien avoir un vecteur un peu plus petit pour pouvoir que l'information elle soit synthétisée, qu'on puisse un peu l'analyser de manière un peu plus frontale et que les calculs ne durent pas plusieurs années. Déjà que les calculs, c'est très très long de calculer des classifieurs. Ceux qui m'ont vu travailler et que je leur disais « Bon, j'ai lancé un calcul, ça finira dans 2 semaines ». C'est ça l'ordre de grandeur. Sans la synthétisation, les calculs tourneraient encore. Mais du coup, on va vouloir synthétiser l'information. Mais attention, on ne veut pas qu'il y ait de perte d'information. Parce que oui, c'est bien beau de synthétiser l'information, mais si jamais on perd la texture, le truc qui nous permettait de les différencier, ça ne sert à rien. Par exemple, si vous voulez, une manière de synthétiser l'information, vous prenez la valeur du pixel en haut à gauche. Ah, ça synthétise. Bon courage pour trouver les deepfakes. Mais du coup, voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on veut que ce soit explicable. On veut pouvoir expliquer pourquoi cet estimateur nous permet de quantifier la texture. Si c'est juste dire j'ai fait une intégrale multipliée par 16, j'ai fait 4 dérivés derrière, mon ref, pourquoi ça marche? Et du coup, c'est pour ça que je n'ai fait quasiment pas de deep learning. En tout cas, pas sur les estimateurs, il n'y a aucune méthode de deep learning, j'ai les équations de tout. On ne va pas s'arrêter longtemps dessus, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ce pourquoi vous êtes venus, certains d'entre vous, les fractales. Du coup, quel est le rapport entre une fractale et une image tout à fait normale? Déjà, on va partir d'un truc qui est... Donc là, je vous montre 2 figures. Donc le premier, c'est le flocon de Koch, ou de Korsch, je ne sais plus comment ça se prononce. Et la deuxième, c'est le triangle de Sierpinski. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est le triangle de Sierpinski, car c'est une figure mathématique qu'on peut obtenir à la fois depuis une surface, donc en prenant un triangle plein, où on l'évince progressivement, mais également d'une courbe. Du coup, c'est une surface qu'on peut tracer au crayon. C'est pas normal. Et du coup, c'est à la fois une courbe et à la fois une surface. Bref, c'est un objet mathématique qui n'est pas une courbe et qui n'est pas non plus une surface. Et c'est pour ça qu'il va falloir
essayer de le quantifier. Et c'est là où on va créer le concept de dimension fractale. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est une courbe donc, de dimension 1 ou c'est une surface de dimension 2, on va dire c'est 1,3. Je sais que c'est un peu compliqué, on ne va pas s'arrêter très longtemps dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que selon la rugosité, la répétition des patterns, selon plein de paramètres comme ça, la dimension fractale va évoluer. Et du coup, si on regardait sur le début, ma texture, il y a des patterns, de la rugosité. Bref, c'est un peu ça que je veux mesurer. Je sais que je suis fou à avoir pensé à ça, mais j'aime bien les fractales. Et du coup, comment on va la mesurer, la dimension ? Je vous présente la pire équation que j'ai dû travailler avec, l'équation d'Hausdorff. On ne va pas travailler avec elle. Il faut savoir qu'il y a des trucs infinis de partout. C'est absolument impossible à calculer, ce truc. Impossible à comprendre également. Ça fait 6 mois que j'essaie de la comprendre, j'ai toujours pas réussi. Parce que voilà, vous avez des diamètres à l'infini, mais avec des unions infinies. Cool. Et du coup, personne n'utilise cette formule à part pour des cas très très simples, pour estimer la dimension fractale. Limite, c'est même l'inverse. On part de la dimension fractale et on montre que ça marche avec la définition. Mais du coup, voilà, donc ça nous permet, ça marche bien ça quantifie la complexité, les patterns, la texture. Mais on ne sait pas calculer ça. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai mis 2 sources. Si jamais ça vous intéresse, ce sujet, c'est donc une première étude qui montre comment on peut, avec la dimension fractale, détecter des problèmes de santé du cœur chez des coureurs de marathon selon leur expérience sur les maladies, etc. Du coup, on prend juste un électrocardiogramme et en faisant des fractales, on peut détecter des trucs qui ne sont pas traduisibles autrement. Et la deuxième, c'est une analyse, enfin c'est une étude qui nous permet de montrer comment on peut détecter des faux dans des tableaux grâce également à l'étude des fractales des couleurs. Voilà, donc hyper intéressant. C'est 2 sources qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont mené vers la piste de l'utiliser dans mon cas. Les documents sont pas très compliqués, donc franchement c'est plutôt accessible. Du coup voilà, donc si à la fin vous revoulez mes sources, je pourrais vous les filer. Et du coup l'avantage, c'est qu'on a trouvé une méthode qui nous permet d'estimer la dimension fractale. Ça ne nous la donne pas exactement, il y a des erreurs de précision, etc. Mais on peut enfin ne pas utiliser cette horreur. Comment on fait ? On va juste faire des boîtes. Et on va faire des boîtes, on va faire une grille et on va compter le nombre d'endroits où il y a mon schéma. Et du coup, là, on compte et on fait des boîtes de plus en plus petites. Et en faisant des boîtes de plus en plus petites, on peut tracer la courbe du rapport logarithmique entre la taille de la boîte et le nombre de boîtes de l'image où il y a le pattern. Et donc, si ça se passe bien, ça converge en une droite. Et la pente de la droite, c'est la dimension fractale. Et ça, c'est bien, parce que c'est pas dur. Algorithmiquement, faire des boîtes et compter, on sait faire. Et du coup, ça, on appelle ça la méthode de box counting. Et du coup, on l'a implémenté, enfin, je l'ai implémenté donc, sur mes images. Bon, le défaut, c'est que ça trace ça. Bon courage pour la voir à la droite. Faut la voir sur la partie gauche de la courbe, la droite, hein, pas sur la partie droite. On la voit pas trop, parce que, en effet, on n'a pas assez de points. Parce que, mon truc, c'est pas vraiment une droite, c'est pas vraiment des patterns, donc c'est assez compliqué de vraiment faire des calculs très précis. Ce qui fait que là, on serait obligé de faire une régression linéaire sur 5 points. En termes de fiabilité, c'est gaze, comme on dit dans le milieu scientifique. C'est un terme très employé. Mais du coup, en fait, on passe à 44 valeurs. Et en fait, on va juste ne pas calculer la dimension fractale. On va s'arrêter juste avant d'avoir la valeur, car en fait, la valeur, elle ne nous sert pas grand-chose. Par contre, ces points-là, on va les utiliser. Mais ce qui nous fait... On ne perd pas l'information. On le verra tout à l'heure que ça marche bien. On peut quand même quantifier bien la texture avec ces trucs. On réduit de manière bien vénère le nombre de... la taille de mon information. On passe de 250 000 à 44. Il faut savoir qu'il y a des méthodes de l'état de l'art où tu passes à 30 000. Et on considère que c'est une bonne diminution. Donc 44, ça va. On peut se permettre. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une première méthode d'estimation de la texture avec un outil mathématique. Mais on voulait quand même avoir une deuxième solution. Et donc, on a utilisé
une autre solution qu'on appelle Texture Complexity. Donc, c'est une méthode qui a été développée donc, par ces braves gens cités en bas. Donc, c'est une méthode basée donc, sur l'histogramme des valeurs du bruit, donc, c'est-à-dire à quel point il y a beaucoup de valeurs différentes et à quel point elles sont beaucoup présentes, ces valeurs, pour estimer la complexité du bruit, complexité de la texture du bruit. Et du coup, les formules sont là. Elles peuvent paraître un peu abruptes, mais en fait, c'est juste des sommes d'inverse de 2 à la puissance, le nombre de cases où il y a le pattern à chaque fois. Donc, c'est pas beau, t'as pas envie de le faire à la main. J'ai des serveurs pour ça, donc ça me va. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une autre mesure donc de la complexité de texture. Bon, le défaut, c'est que j'ai fait ça, donc ça a tourné pendant un jour, je suis revenu au travail, j'ai lancé mon classifieur. Résultat, 44% de bonnes réponses. Je rappelle qu'on parle d'une classification binaire. Donc vrai ou faux, quand tu as 44% de bonnes réponses, c'est pas terrible. Et du coup, en fait, c'est tout simplement parce que ce que je mesure, c'est pas une complexité globale, mais c'est une complexité locale. Si on se souvient, on avait des patterns, on avait du bruit, on avait des répétitions. Et du coup, tout simplement, en fait, au lieu de mesurer cette complexité de texture sur toute mon image, on va couper l'image en blocs de 16 pixels par 16 pixels et mesurer la valeur de la complexité à chaque fois. Ce qui nous permet quand même de diviser de manière conséquente la taille du vecteur pour passer à un vecteur de taille 1024, ce qui est une très bonne diminution également. Et en même temps, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu qu'à plein d'endroits, c'était un peu différent. Plutôt que de dire globalement, là, il y a plus de valeur que là. Non, c'est pas vrai. Si on reprend la slide du début, oui, il y a peut-être plus de valeur, mais il y a globalement des valeurs partout, mais elles ne sont pas réparties de la même manière. C'est ça qui nous intéresse, c'est plutôt la répartition. Et c'est pour ça que faire des blocs de 16 pixels, ça correspond plus à notre observation. Et du coup, c'est sur ça qu'on est parti. Et du coup, ça nous fait 2 méthodes. Et du coup, c'est trop bien. En termes de conditions expérimentales, parce qu'il nous faut bien pouvoir tester ça sur des gros datasets, parce qu'on a une méthode scientifique, si tu te dis, ouais, j'ai testé sur 20 images que j'ai générées sur Midjourney, le congrès scientifique te regarde et te dit ratio. Et du coup, il nous faut des datasets un peu plus gros. Donc là, on est sur Là, mon expérience, elle est sur 200 000 images à peu près. Et du coup, il nous faut 200 000 images, que ce soit des images vraies ou des images générées. On se balade. Je connais pas grand monde qui a 200 000 images d'appareils différents, de chaînes de développement différents. Ça n'existe pas trop. Mais si, en fait, si, ça existe. Ils sont 3. Enfin, ils sont 2, plus être précis. Il y a donc, premièrement, le dataset Alaska, donc, qui est un projet d'il y a quelques années d'essayer de créer un tel dataset, car ça n'existait pas et on voulait donc avoir. Enfin, je dis on, mais les scientifiques voulaient avoir un gros panel. Et du coup, ils ont pris des photos de tout et rien pendant 2 mois, avec 12 millions d'appareils différents, et ce qui fait ça nous fait un gros dataset de 200 000 images rien qu'à lui. Mais pour avoir comme une diversité, j'ai pris en plus des images d'un autre dataset qui est moins bien, mais c'est quand même intéressant d'avoir un autre dataset, donc le dataset Boss. Et on a également récupéré des images de Flickr, ce qui nous permet d'avoir donc 3 sources d'images réelles, très crédibles, car on va en avoir, la majorité ont été prises par des humains dont on sait ce qu'ils ont fait, avec des chaînes de développement différentes, parce qu'on a pu... Tout est randomisé, donc il n'y a pas de truc de ouais, mais ils ont tous fait la même chose. Non, en fait, justement, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est différent. Et en face, j'ai limité à 4 sources deepfake, parce que l'objectif de la méthode, c'était pas forcément de dire ouais, j'ai la meilleure méthode de tous les temps, mais plutôt de dire regardez, c'est intéressant, j'ai trouvé une méthode qui marche, que je comprends et qui a l'air de se généraliser plutôt bien. Du coup, j'ai pris 4 sources qui sont pas forcément à l'état de l'art, mais presque. C'est pas du commercial, donc ceux qui sont habitués à faire du joujou avec des IA, ils doivent peut-être pas connaître ces noms, enfin d'Alice quand même un petit peu. Mais du coup, on a donc Kandinsky et PixArt qui sont donc deux modèles de diffusion. Donc c'est bien, on a un truc qui est différent. On a donc DALL-E, c'est un Transformers. C'est des types d'images d'IA génératives différents pour ceux qui ne situent pas. Et StillGAN 3, ça nous fait un GAN. Et du coup, on a un peu les 3 types d'IA actuellement encore utilisés, donc que ce soit dans le cadre commercial ou dans le cadre pro et recherche. Ce qui fait qu'on a un dataset qui a l'air à peu près relevant. Pour les images deepfake, c'est moi qui les ai construites, donc c'était rigolo. Donc on avait des prompts aléatoires et ça tournait pendant des semaines et des semaines. Ça me générait des images.
Et ça se continue, là. Ceux qui m'ont vu en salle asso aujourd'hui, je leur ai montré quelques images de flux. C'est flippant. Vraiment, j'arrive pas à les différencier, c'est gravissime. Mais du coup, voilà. Donc là, c'est pour le dataset. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme classification? Donc, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est classification, donc on a fait du SVC et du linéaire. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas, dites-vous qu'on a fait 2 types de classifieurs pour comparer, mais il n'y a pas besoin de comprendre plus. Si ça vous intéresse, il y a des matières en OSS qui expliquent ça. Et étant donné que ma maîtrise de ces sujets-là est limitée et que ce n'est pas mon sujet de recherche, je préfère ne pas m'arrêter dessus. Mais du coup, on a utilisé 2 méthodes pour faire des classifieurs, dont une qui est très peu deepfake. Parce que les classifieurs, c'est forcément de la deep learning. Et du coup, on voulait limiter le deep learning. Du coup, un classifieur linéaire, c'est un peu moins deep learning. Voilà. Du coup, ensuite, donc, on a fait donc 2 choses. On a fait donc des classifieurs multiclasses, c'est-à-dire donc des classifieurs qui devaient dire OK, toi, est-ce que tu es là pour. Est-ce que tu es un Kandinsky? Est-ce que tu es Pixart? Est-ce que tu es Megadali ou Stilgan 3? On s'en fout si c'est une image réelle ou pas. Le but, c'est de le classifier dans ces 4 cases. Et on a également fait des binaires, donc c'est-à-dire est-ce que tu es un deepfake ou une image réelle? Et donc, en même temps spécialisé, donc un pour Kandinsky, un pour Pixart, un pour Megadali, un pour Stilgan. Et également un holistique, c'est-à-dire entraîné sur les 4. Voilà. Enfin, à chaque fois que je dis les 4, c'est les 7, pour être exact, mais j'avoue, je regarde la colonne de droite, celle qui m'intéresse le plus. Voilà, mais le tout pour 2 estimateurs de bruit et 2 mesures de la texture. Donc pour les estimateurs de bruit, on a utilisé NoisePrint. Donc NoisePrint, c'est là notre petite partie où on a un peu de deep learning quand même. Et du coup, c'est une méthode de deep learning qui a été créée pour identifier les résidus liés à la caméra. Donc en gros, c'était en stéganalyse. Le but, c'était de pouvoir détecter, OK, ton image, elle a été prise avec quel type d'appareil photo? Est-ce que ça a été pris avec un smartphone? Est-ce que ça a été pris avec une longue capture? Enfin bref, tous ces paramètres-là. Et on a utilisé également le Laplacien, parce qu'avoir une méthode simple mathématique où on maîtrise toutes les étapes, on est même capable, théoriquement, de le faire à la main, c'est toujours mieux que de dire ouais, j'ai fait ma grosse black box, c'est juste on veut pas faire ça, donc on l'a pas fait. Et du coup, pour les mesures de la texture, comme j'ai dit, on prend donc les 44 valeurs du calcul de la dimension fractale et les 1024 valeurs de la mesure de complexité de texture, donc pour chaque bloc de 16 par 16 pixels. Ce qui nous fait donc, pour chacun des classifieurs que je vous ai cités plus tôt, 4 classifieurs. Ça a pris longtemps à calculer, mais c'était rigolo. Mais du coup, on a un problème. Comment est-ce qu'on dit que le classifieur il est bien ou pas bien? Et du coup, comme Chris Marquez dit, 3. Cool. Et du coup, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Comment on peut dire, lui, il est mieux que lui? Parce que là, si vous avez la majorité d'entre vous, si je vous demande d'évaluer un classifieur ou n'importe quoi, vous allez me dire, on prend le pourcentage de bonnes réponses. C'est souvent ce qu'on fait dans les matières. Mais si on fait ça, là, les 4, ils ont la même note. Donc pour vous expliquer, donc en rouge, c'est les images générées. En vert, c'est les images réelles, ou l'envers, ça a peu d'importance. Et en dessous, c'est le score donné par le classifieur. Et du coup, donc si on voit le premier, on voit qu'il y a une image qui n'est pas générée, il lui a mis 0,47. C'est juste en dessous de 0,50, du coup il se trompe. Et une qui a 0,55, donc juste au-dessus, donc il se trompe. Donc ça va, il n'est pas trop horrible. Il se trompe sur des cas un peu plus compliqués, et quand il se trompe, il ne dit pas « ouais, il y a 80% de chances que ce soit vrai ». Non, il dit « ouais, il y a 55% de chances ». Voilà, il est plutôt timide, mais il a quand même 66% de bonnes réponses. Le deuxième, il les a bien classés, mais il a tendance à mettre des scores trop élevés. Et du coup, on voit qu'il y a 2 images deepfake où il a mis 0,59 et 0,67. Et du coup, là, en effet, il les a classées comme images non deepfake. Oui, mais il les a quand même très très bien classées, le bourg. Moi, si jamais c'est ça, je décale juste mon curseur, je le mets à 0,7 et il a 100% de bonnes réponses. Eh bien oui, c'est problématique. Si on prend le troisième, il a fait comme le premier, il a fait 2 erreurs. Sauf que lui, les erreurs, il est dans le mur. C'est salut Flo, ça c'est toi. C'est tu vois, au lieu de dire ouais, je cogne, tu fonces dedans. Il met 0,12
Et 0,92, bon là, lui, il s'est planté. Mais il a quand même la même note que les deux d'avant. Et le dernier, juste, on lui a donné 5 images réelles, il en a classifié 2 comme deepfake, comme ça, mais il a quand même le même score que les autres. Personnellement, je peux les classer assez facilement, mais du coup, mon pourcentage de réussite, c'est pas un bon moyen de le faire. Du coup, là, vous allez pouvoir me dire, ouais, on peut prendre plusieurs résultats en fonction du seuil, on peut prendre également les positions. Ouais, ça te fait beaucoup de chiffres quand même, mon ref. Et à traiter, pour vous dire, quand je me réveillais le matin, je devais analyser une dizaine de classifieurs. J'ai d'autres choses à foutre que regarder des tableaux Excel toute ma journée, je suis pas en GI. Mais du coup, comme j'ai dit, on ne prend pas en compte le seuil, parce que là, on aura le deuxième, il est très bon, mais essayez de se tromper un peu sur le seuil. Il n'y a pas de différence entre types d'erreurs. Si on regarde le premier et le troisième, c'est la même erreur, mais en plus grave, et pourtant, il n'est pas pénalisé le troisième. Et ça, c'est plutôt le troisième. Et pas de différence entre les erreurs, entre le premier et le quatrième. Voilà. Et du coup, on va utiliser un outil qui est formidable, qui s'appelle la courbe ROC. Donc la courbe ROC, c'est un peu l'outil magique qu'un jour on m'a présenté. J'étais en mode, pourquoi je ne connaissais pas ça avant ? Qui est globalement une courbe où dessus, on voit tout. C'est vraiment Dieu. Et du coup, donc, qu'est-ce que c'est la courbe ROC ? Ça va être une courbe qui va tracer le taux de faux positifs, de vrais positifs en fonction du taux de faux positifs. En fonction du seuil. Oui, il y a 3 variables. Vous inquiétez pas, on va rester un peu sur cette slide pour un peu vous expliquer. Du coup, donc là, on a un classifieur. Donc c'est un test d'une maladie. Voilà, donc c'est un dépistage. Et là, on voit les résultats que ça nous donne. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est donc on va faire varier le curseur et à chaque fois voir, en fonction du curseur, le nombre de vrais positifs et le nombre de faux positifs. Et du coup, on va voir que, par exemple, si on met le curseur là, il y a 0% de vrais positifs parce qu'il a mis personne en positif et 0% de faux positifs parce qu'il a mis personne en positif. C'est super intéressant, mon Marc-Campin, je vous jure. La recherche, c'est cool. Mais du coup, s'il avance un petit peu jusque-là, il va avoir 2 vrais positifs et 0 faux positifs. Donc 2 sur 5, 0,4%, enfin 0,4, donc 40% de vrais positifs. Le point, on le voit là. Voilà. Puis on va avancer un petit peu. Et là, on va avoir toujours le même taux de vrais positifs. On a toujours 2 sur 5 qui sont bien classés. Mais par contre, on en a 1 sur 5 qui est mal classé. On avance. Et on va faire ça en avançant. Et du coup, ça va nous permettre de voir le taux de vrai positif. On peut le déterminer depuis la courbe. Le taux de faux positif, on peut le déterminer depuis la courbe. Du coup, on peut voir le taux de vrai positif, le taux de vrai négatif, le taux de faux négatif également. On peut voir la précision et le tout en prenant en compte le seuil. C'est bien, moi j'aime bien. Et on peut comparer très facilement 2 classifieurs, juste en superposant les courbes et on voit si elles sont bien. Du coup, ça va donner donc ce type de courbe à gauche, où plus on va être en haut à gauche, plus c'est parfait, parce que c'est-à-dire qu'il classe tout bien. Et à un moment, d'un coup, il se met à classer tout n'importe comment, mais il a déjà tout bien classé avant. Du coup, ce serait ligne droite, ce serait du parfait. Ça n'existe pas, bien sûr, mais ce serait le parfait. Et plus on va se rapprocher de la ligne diagonale, plus c'est moins bien, parce que la ligne diagonale, c'est un pile ou face. Donc, on ne veut pas le pile ou face. Et là, si on regarde la courbe en haut à droite, vous vous dites, mais il a dit que le moins bien, que c'était le milieu. Pourquoi il est en bas, Lucon ? Ça, c'est tout simple. Si jamais votre classifieur, il fait ça, on va faire un truc magique. On inverse. Oula. Formidable. J'ai dit on inversait, pas on éteignait, mais oui, en fait, il suffit d'inverser tous nos résultats et on se retrouve à une courbe qui est au-dessus. Si jamais il se trompe à 80% de chance, tu dis, ouais mec, dis l'inverse. Il a raison dans 80%. C'est l'avantage du classifieur binaire. Hein. S'il se trompe tout le temps, tu dis, mon ref, fais l'inverse. Mais du coup, il peut arriver qu'on ait une courbe qui soit à une partie du temps en dessous et une partie du temps au-dessus, mais on ne peut pas avoir tout le temps en dessous, parce que sinon, juste tu l'inverses. Le seul cas où on peut avoir un tout le temps en dessous, c'est dans le cas où dans un cas de mismatch. Si jamais on t'entraîne sur une source et puis sur l'autre, tu ne peux pas inverser ses résultats. Parce que tu sais qu'il est bien ton classifieur. Du coup, là, ça peut poser problème. Voilà. Du coup, on peut regarder des très belles courbes comme ça toute la journée. Mes amis me détestent et en ont marre de mes courbes.
Du coup, les résultats, parce que c'est bien beau de dire bah, j'ai des classifieurs et j'ai des belles courbes. Mais c'est quoi mes putains de courbes, Arthur? Ferme ta gueule. Du coup, voici ce tableau. Donc, le tableau est l'extrait de notre papier. Ouais. Bon, je vais vous aider à le lire parce que là. Du coup, on a 3 cas. On a le premier cas de je sais la source. Donc, je suis le mec super pouvoir et juste je prends mon image et voilà, mon ref, est-ce que c'est une deepfake ou pas? C'est un peu le cas magique, mais on a le cas magique. Et le cas magique, on voit que c'est pas mal. Donc, mais on reviendra après. Il y a le deuxième cas, c'est le cas holistique, donc, où j'ai entraîné sur toutes mes sources. Et là, il se débrouille un peu plus, forcément, il est moins bon. Et le dernier, c'est pas un atomistique tout court, c'est le pourcentage de bonne classification. C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à identifier la source? C'est bien beau de dire, ouais, lui, il est bon quand il connaît la source. Oui, mais s'il trouve la source à 12% du temps, ça va être compliqué. C'est justement la grosse complexité de l'atomistique, c'est qu'il faut qu'il trouve la source et puis qu'après, il applique. Et du coup, donc, et oui, j'ai oublié de parler d'un point, c'est que ouais, j'ai 4 classifieurs, parce que je vais avoir 3, parce qu'il y en a un qu'on va éliminer parce qu'il est nul à chier. Le Laplacien Fractal Dimension, il est gaze. Du coup, on l'a éliminé. Mais du coup, si on fait la moyenne des scores des 3 classifieurs, ça nous fait une très bonne combinaison. Faut savoir qu'on n'a pas de chance, c'est qu'en gros, les features qu'on a n'arrivent pas à se mélanger. On ne comprend toujours pas aujourd'hui comment elles n'arrivent pas à se mélanger parce qu'elles ont l'air très différentes mais très similaires en même temps. Ce qui fait que tu pourrais dire, ouais, bah, au lieu d'entraîner 3 classifieurs, tu vas entraîner un qui prend les 3 données en même temps. Bah, ça marche pas. On ne sait pas encore pourquoi, mais c'est pas grave. On en entraîne 3, on fait la moyenne. Et du coup, la colonne merge, c'est la fameuse moyenne. Et du coup, donc là, si on regarde, bah, il y a le fameux Laplacien Fractal Dimension qui est pas terrible, qui a 75-77% de bonnes réponses. Ça reste bien. Franchement, il y a des méthodes où le mec le présente en mode ouais, c'est trop bien, j'ai 72%. Bof, c'est pas terrible. Mais du coup, on obtient comme des très bons résultats. Donc, dans un cas magique, on a atteint même 96% de bonnes réponses. Mais comme j'ai dit, c'est un cas magique, donc là, c'est juste pour montrer qui est la plus grosse, mais pas pour montrer que mon cas est bien. Par contre, ce qui est hyper prometteur, c'est les résultats holistiques et atomistiques, parce qu'on obtient donc en holistique plus de 93% de bonnes réponses. Oui, j'ai oublié de dire un truc au tout début, parce que voilà. Mais en gros, on a un gros défaut en recherche qui est qu'on est con, donc on n'aime pas la couleur. Du coup, on travaille en noir et blanc. Mais du coup, ça fait qu'en gros, on perd beaucoup d'informations. Mais parce que c'est très chiant à traiter la couleur, et j'en parlerai après. Mais du coup, imaginez que là, quand je reçois mon image, avant de la classifier, déjà, je la passe en noir et blanc. Donc, je perds beaucoup d'infos. Vraiment beaucoup. Et du coup, arriver à 93% de bonnes réponses avec une image en noir et blanc, en 512-512, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Et des méthodes similaires avec du deepfake, avec un black box hyper vénère, il y en a, ils sont à moins que ça. Donc là, imaginez que c'est une méthode où je suis capable de... Enfin, et maintenant, vous l'êtes également, car vous avez à peu près compris. Je sais que vous n'avez pas compris, mais c'était rigolo quand même. Mais du coup, on est capable comme d'expliquer pourquoi ça le fait, et on obtient quand même que 7% d'erreurs pour un proof of concept, un truc qui a été fait en 2-3 mois par un stagiaire. Stagiaire puis midterm. Bon, c'est pas... voilà. Et en termes de détection de source, bah pareil, c'est plutôt pas mal. On obtient quand même 82% de détection de source, avec donc 4 sources. Ouais. Du coup, bon, c'est vraiment prometteur parce que là, même si on est à 40%, c'est déjà un bon taux de bonne détection. Parce que si jamais il va ordonner les 4 sources, je regarde que le premier résultat. Si jamais la bonne source, elle est toujours deuxième, je vais l'ignorer. Du coup, c'est-à-dire que en vrai, si on prend en compte ces 2 premiers guesses, il sera peut-être plutôt à 97. C'est à peu près cet ordre de grandeur qu'on a vu, et donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, là, on a des belles courbes, et comme on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trompe de manière assez tard. Parce que si on regarde le moment où la courbe verte, elle décroche, il y a plus de 60% des images qui ont été classées. Donc, c'est-à-dire la première mal classée, elle est à peu près à la moitié des images bien classées.
c'est pas mal parce qu'en fait, ça veut dire que si jamais on est dans un cas où je veux pouvoir certifier que ton image, elle est deepfake. Enfin, par exemple, si on est sur un cas d'un journaliste qui met un truc qui a l'air chelou et on veut pouvoir dire tout de suite, mec, tu fais de la désinformation, bah, je peux dire, ok, bah, je vais avoir que 60% de bonnes réponses, mais ces 60% de bonnes réponses, si je te dis que tu es un deepfake, tu es un deepfake. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Là aussi, l'erreur, comme là, si on regarde, il y a la courbe Cyan où elle décroche tout de suite. Bah, elle, on ne pourra pas l'utiliser dans ce cas-là. Donc elle sera pas dégueu, mais elle fera des erreurs dès le début. Du coup, il n'y a aucun résultat où je peux avoir une haute confiance en elle. Là où sur mes autres méthodes, je vais pouvoir avoir une forte confiance. Et du coup, donc, dans des cadres où la police pourrait faire une vérification de preuves, par exemple, bah, notre détecteur est plutôt une bonne source de fiabilité. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer le truc? Parce que c'est un proof of concept, il va falloir quand même améliorer. Du coup, déjà, il va falloir augmenter le nombre de sources. C'est bien beau d'avoir 4 générateurs, j'en ai 18 sur les serveurs, on va peut-être les utiliser. Bon, ça prend beaucoup de temps de calcul, mais ça va permettre quand même de pouvoir vérifier si ça continue d'être aussi bon. Ça va forcément réduire les résultats, mais on a quand même confiance. Et surtout, utiliser les canaux couleurs, parce que, comme je disais au début, on détruit toute l'information dès le début, et puis après, on regarde le reste. Du coup, là, on commence à travailler pour voir qu'est-ce qui se passe si jamais je fais d'abord un traitement où je divise mon information en 3, en 4, selon le modèle de représentation Colora. Et ensuite, pareil, on a pris 2 méthodes d'estimation du bruit et 2 méthodes d'estimation de la texture un peu arbitrairement, parce qu'il y en a un, j'ai regardé, j'étais en mode, oh, c'est rigolo, c'est des fractales. Et c'est un peu arbitraire, donc ça veut dire qu'on peut quand même le faire évoluer et potentiellement trouver de nouvelles méthodes qui seront plus intéressantes, plus précises également, et pas forcément avec des formules à rallonge où on fait des approximations d'approximations. Mais du coup, donc il y a plein de recherches encore en cours. Donc si jamais ça vous intéresse plus de voir ce qu'on continue à faire, n'hésitez pas. Voilà, je suis souvent, j'ai mis mes contacts à la fin. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Mais vous pouvez les poser dès maintenant. Avez-vous des questions sur le sujet, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas très intéressant. Non? Oui? Tu disais que dans la recherche, c'était que des images en noir et blanc. Il y a vraiment une raison ou... En fait, c'est que on sait, mais il est assez admis que une image noir et blanc a plus du tiers de l'information de ton image. Et du coup, par contre, ça simplifie énormément le traitement parce qu'une image en noir et blanc, avec les canaux couleurs, soit tu coupes les canaux et tu traites chacune comme une image noir et blanc, c'est ce que nous on va faire, soit tu galères tes grands morts parce que c'est impossible de traiter en full noir et blanc. Et du coup, on préfère plutôt faire un truc qui fonctionne bien, dans mon cas un peu chiant, mais on sait qu'on sait l'appliquer, plutôt que de dire on va prendre un cas réel 100%, qu'on sait qu'on pourrait généraliser, mais qui nous prendrait des temps de calcul et des temps de travail un peu trop grands pour... ça reste quand même un petit secteur, malheureusement, la détection de deepfake. Et le traitement... déjà, c'est un sous-domaine d'un sous-domaine, donc forcément, on se retrouve à pas être beaucoup... voilà. Ouais. Une question à la con, mais dans le fond, finalement, pourquoi avoir choisi les fractales pour détecter ça? Je me suis un peu dit, c'est-à-dire que finalement, c'est un choix un peu arbitraire. Ouais, complètement. Mais du coup, qu'est-ce qui. On a un peu vu vite fait, c'est que les fractales, c'est quand même un concept qui est assez complexe. Pourquoi avoir choisi fractal plutôt qu'un autre truc? Vous avez essayé différentes choses ou est-ce que vous avez dit, oh vas-y, les fractales c'est bon, je prends les fractales? Comme je dis, j'ai mis des sources de mes 2 articles. En gros, c'est en lisant ces articles-là, parce que je suis un mec bizarre qui lit des articles scientifiques dans ma chambre le soir. J'ai des activités passionnantes, les gens, vraiment. Mais du coup, j'ai lu ces articles scientifiques. Enfin, j'en ai lu un, c'est celui donc sur le cœur. Et ensuite, j'ai lu l'autre, qui était une de ces sources, justement. Et du coup, j'étais en mode putain, ça estime bien la texture. Et moi, j'arrivais pas à le faire de base. J'avais essayé de faire des trucs à base de gradients pour essayer de pouvoir faire de la compression de gradients. C'était ça ma première piste. Ça marche pas.
Ça marche pas du tout. Et du coup, en fait, c'est la première. C'est l'une de nos premières pistes. C'est la première piste qui a une vraie compression. Mais du coup, ça vient juste de. J'ai vu un article qui parlait de ça et le problème ressemblait un peu. Et moi, je me suis dit, c'est rigolo, je vais essayer de faire. Voilà. Du coup, c'est pour ça que justement, à la fin, dans les améliorations, on va sûrement on va sûrement dégager les fractales, même si c'est un peu mon bébé à moi. Si on regarde sur les résultats, les fractales, elles sont à 85%. L'estimation de complexité de bruit, elle est plutôt à 87. Du coup, elle est quand même un peu plus fiable. Du coup, c'est plutôt elle qu'on veut garder, mais les deux sont complémentaires. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux ensemble sont meilleurs sont meilleurs. C'est pas toujours le cas, parce que si jamais ça apporte la même information, les deux, on va se retrouver à juste avoir les mêmes résultats. Là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. Du coup, là, avec tes fractales, tu disais que tu arrivais à une réduction de l'information de 44 pixels à ton résultat. 44 réels. Ouais. Et plus. Non, 130 ou 32 avec le TC. 1024. C'est ça. Et selon toi, à combien. Enfin, ce serait quoi la limite de la compression des informations pour garder avoir le moins de pixels possible réel, mais le plus d'informations Là, pour te dire, avec nos deux méthodes, donc sur le TC, on peut réduire un petit peu, mais on a quand même de la perte d'informations. En gros, là, ce choix de blocs de 16 par 16, vraiment, on a testé. On a regardé, si on prenait une taille. De base, j'ai commencé par faire du 8 par 8, et on a vu que le 16 par 16 était mieux, mais le 32 par 32 était moins bien. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a choisi. Le 42, j'avoue que ça va être compliqué d'enlever la moindre valeur, il y en a tellement peu. Déjà, 44, c'est absurde tellement il y en a peu. Parce que, comme je dis, en général, les méthodes de l'état de l'art, on tourne plutôt entre 10 000 et 40 000. Et du coup, certes, ça simplifie nos calculs, mais on sait qu'on a déjà perdu de l'information. Et c'est pour ça que le TC est forcément meilleur que la dimension fractale. C'est par constitution. Je ne peux pas augmenter le nombre de valeurs de la dimension fractale, en fait, dans mon cas. Parce que j'ai j'ai quasiment tous mes découpages entiers. Il doit m'en manquer 5 en dessous de 100. Enfin, non, un peu plus. Mais enfin, en 40, il m'en manque 5, je crois. Et du coup, mais au-dessus, la valeur, elle sert pas à grand-chose. Et donc, on se retrouve. T'as tous les points qui sont alignés. C'est pas eux qui m'intéressent, c'est la partie à gauche. Et je les ai tous à gauche. Mais c'est pas un objectif en soi. On veut limiter pour que les calculs soient faisables. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas de limiter le plus possible. Hein. Si l'état de l'art limite à 30 000, c'est qu'à 30 000, on arrive à le faire dans des temps humains qui permettent de se dire ouais, je pars en week-end. Quand je reviens du week-end, j'ai un classifieur, il a quasiment fini de s'entraîner. Tant qu'on est dans ce ordre de grandeur, c'est jouable en fait. Donc oui, ma méthode là avec les fractales, je peux avoir sur l'entraînement linéaire qui est le plus rapide, on peut se retrouver avec un entraînement de moins de 5 minutes. C'est sympa, mais ça sert à rien en fait. On préférait avoir une méthode qui compresse moins l'information, qui est avec moins de pertes, mais qui, même si elle dure 3 heures, 4 heures, 6 heures, c'est pas très grave. C'est une fois beaucoup. Mais une fois que tu as fait tes 6 heures, tu peux te tester dans le cas que tu as testé. Mais du coup, forcément, tu imagines, là, les fractales, on le fait déjà pour les 2 estimateurs de bruit. Pour chaque estimateur de bruit, tu le fais pour toutes les sources, plus l'holistique, plus la détection multiclasse. Du coup, tu te retrouves là, on avait 6 détecteurs x 4. Voilà. C'est ça. Plus tous les tests. Hein. T'imagines bien qu'il y en a eu plus pendant le développement de la méthode. Voilà. À savoir que donc, l'article n'est pas encore publié, donc pour ceux qui veulent me stalker, vous ne le trouverez pas. Mais il est candidat à une conférence qui se passe en avril. Donc, vous pourrez le lire si on a accepté en avril. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions plus tard, parce que vous êtes timide ou juste que ça vous arrive plus tard, ou vous voulez en savoir un peu plus sur quoi je travaille et compagnie, parce que je continue de travailler avec eux. Voilà. Outre ma magnifique figure de quand j'avais 11 ans, c'est-à-dire il y a 11 ans. Voici mon mail, mon Discord et mon Insta. Me contactez pas par Insta, je ne réponds pas. Mais si vous voulez mon Insta, oui. Comment on sait que la photo n'est pas générée par IA? Mais en soi, je pourrais la faire passer dans mon truc. Si tu veux, si ça t'amuse.
Ok, bah, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous et bonne soirée.